Il manque Franck. Ouais. Il manque Franck, mais qui va arriver. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce conseil municipal qui, je ne pense pas, dure très très longtemps ce soir. Mais enfin, c'est généralement quand on dit ce genre de choses que peut s'avérer être plus long que prévu. Il n'y a pas beaucoup de délibérations, à l'ordre du jour. Pour commencer, je vais proposer qu'il y ait un secrétaire de séance. Qui c'est qui pourrait être secrétaire de séance? Très bien, Sandra, merci. Donc, Sandra Bousquet à l'unanimité, merci pour ta proposition. Je vais faire l'appel pour commencer ce conseil. Euh, Myriam Belloc, excusez-moi. Oui, présente. Félix Blasquez. Oui, présent. Stéphane Bordier. C'est bon, on a entendu. Asna Boissem. Oui, présente. Sandra Bousquet. Présente. Philippe Deligne. Présent. Aude Delpérou. Présente. Agathe Lansac. Présente. Ghislaine Laprie. Présent. Bertrand Limousin. Présent. Yvon Martin. Présent. Franck Papadopoulos, il n'est pas là pour l'instant, je crois pas. Je l'ai pas... Présent. Ah si, il est là, il est là, il est là. Super. Super, Franck. Bonjour. Bonjour. Estelle Samar. Présente. Christian Simon. Présent. Et Stéphane de Noyel, je suis présent. Et nous avons même notre colistier remplaçant qui a été élu, donc Eric, qui est avec nous. Voilà. Donc, merci beaucoup. On est au complet pour ce conseil municipal. Donc, je disais, on n'a pas beaucoup de questions à l'ordre du jour. On va commencer par la traditionnelle adoption du compte-rendu du conseil municipal du 7 avril. Est-ce que vous avez des remarques particulières sur ce compte-rendu, hein, qui était essentiellement lié au budget de la commune? Pas de remarques particulières sur ce compte-rendu? Donc, je vais passer au vote. Donc, toujours pareil, je suis obligé, vous le savez, en visio, hein, de faire cet appel un peu fastidieux, mais c'est le seul moyen de s'assurer que vous votiez bien chacun pour les délibérations. Donc, Myriam, C'est bon pour moi. Félix, Bon pour moi. Stéphane, C'est bon pour moi. Asna, C'est bon. Sandra, C'est bon. Philippe, OK. Aude, C'est bon. Agathe, OK pour moi. Ghislaine, C'est bon. Bertrand, C'est bon. Yvon, OK. Franck, C'est bon pour moi. Estelle, OK. Christian, C'est bon pour moi. et c'est bon pour moi aussi. Merci beaucoup, c'est adopté à l'unanimité. On a deux délibérations qui sont des reprises financières de ce qui s'est passé au dernier budget pour des raisons souvent d'écriture. Voilà, il y a besoin de les reprendre. Je laisse la parole à Philippe pour les deux prochaines délibérations. Oui. Alors, ça concerne le budget communal, le budget principal, hein, tout ça. Et ça concerne en fait les deux sections, la section de fonctionnement et la section d'investissement. Alors, en ce qui concerne la section de fonctionnement, bon, je vais le lire, hein, donc c'est une erreur de saisie qui s'est produite lors de l'affectation des résultats. En fait, c'est l'affectation des résultats 2019. Il convient de tenir compte des 90 € figurant sur le certificat administratif faisant suite à une erreur matérielle dans la saisie de réintégration du résultat de fonctionnement, puisque la somme de 5 349,59 € avait été intégrée, au lieu d'intégrer la somme de 5 439,56 €. Donc, la somme de 90 € doit donc être réintégrée dans le résultat de fonctionnement. Alors, je dirais sur l'exercice 2020, hein. Ce n'est pas 2021, hein, Élodie.
c'est 2020, je pense. Alors, concrètement, ça se passe comment? Lorsqu'on a recommencé l'année 2020, on avait un excédent de fonctionnement qu'on avait affiché à 56 803 euros et 72 centimes. En fait, il faut rajouter 90 euros. Il faut rajouter 90 euros. Donc, 2020 s'est déroulé. On a fait les bilans, mais en fait, on s'aperçoit qu'il manque 90 euros dans le résultat 2020. Mais un peu plus riche de 90 euros. 90 euros, voilà. Voilà. Il manquait 90 euros dans le résultat 2020. Donc, en fait, on a un excédent de fonctionnement de 2020 qui s'élève maintenant à 226 679 euros et 71 centimes. Donc, on a rajouté 90 euros. En fait, il y a 90 euros qui sont venus se rajouter. Donc, il y a une affectation de ce résultat, je vous le rappelle. Alors, évidemment, sur la section d'investissement, on en reste à 169 000 euros. Ça, on ne le rediscute pas. Mais c'est sur la section de fonctionnement, donc dans la construction du budget 2021, qu'on va donc afficher un résultat un report de 57 679 euros et 71 centimes. On a rajouté tout simplement 90 euros. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensuite, au niveau du budget 2021, c'est bien parce qu'on a 90 euros de plus pour recommencer l'année. Mais moi, j'ai tenu à ce que le budget qu'on a voté reste à l'identique, c'est-à-dire la somme globale reste à l'identique. Donc, ça veut dire quoi? Comme on a 90 euros de recettes sur le compte numéro 2, sur le chapitre numéro 2, il fallait enlever 90 euros de recettes sur notre chapitre. Donc, avec Élodie, on en a discuté. Elle a enlevé 90 euros sur le compte, sur le 74,88. Alors ça, je crois que c'est une histoire de masque et de frais pour les élections. Bon, on avait mis 500 euros de budget, pour tout vous dire. On l'a baissé, on l'a mis à 410 euros. Et ça fera l'affaire. Et comme bien sûr, ça va pas, enfin, comment dire, ça n'impacte pas beaucoup le budget, quoi, hein. C'est vraiment des problèmes d'écriture, des pinouilles, je dirais, moi, que ce sont des pinouilles. Bon, voilà pour la section de fonctionnement. Bon, on va passer au vote pour cette première délib. Sur la délib Pinouille, est-ce que tout le monde est d'accord? On va passer au vote, hein. Vous n'êtes pas obligé de dire Pinouille à chaque fois. Vous pouvez dire oui, hein, ça suffit. Non, oui. Myriam. C'est bon, même si j'aime bien le mot quand même, hein, c'est bon. Ça ne m'étonne pas, tiens. Félix. C'est bon pour moi. Stéphane. Pas de problème. Asna. Ok. Sandra. C'est bon pour moi. Philippe. Aude. Oui, c'est bon. Agathe. Oui, ok. Ghislaine. Ok. Bertrand. Oui, c'est bon. Yvon. Ok pour moi. Franck. Ouais, Pinouille, ouais. Estelle. C'est bon. Christian. C'est bon. Et Stéphane, c'est bon aussi pour moi. Eric, tu sais que tu n'as pas le droit de participer au vote, mais juste pour le plaisir, je pense que pour la pinouille, est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je dis, avec la pinouille, tout part en nouille. Voilà, très bien. Parfait. Bon, merci. Alors maintenant, la section d'investissement. La section d'investissement, mais là, on remonte moins dans le temps. Là, on est tout simplement sur le résultat 2020. Vous avez un petit tableau d'ailleurs récapitulatif des dépenses d'investissement, 143 743 euros 76 centimes, les recettes 195 000 euros, 195 051 euros et 27 centimes, ce qui nous donne un résultat 2020 de 51 307 euros et 51 centimes. On avait un résultat reporté de 2019 qui était déficitaire, hein, je vous le rappelle, 47 448,83, ce qui nous donne un résultat d'exercice de plus 3 858 euros et 68 centimes. Et après, ce qu'on a fait, on a compté des choses deux fois avec Élodie. On avait des restes à réaliser en matière de dépenses et des restes à réaliser en matière de recettes. Donc 12 710 euros et 40 centimes en matière de dépenses et 10 592 euros en matière de recettes. On est venu les injecter dans notre résultat, ce qui finalement nous donnait un résultat
Alors, attendez 2 secondes, je vais le reprendre. Donc, on avait un résultat de 1700. Excusez-moi, je le retrouve. On avait un résultat de 1748 € et quelque chose. Voilà, parce qu'on avait intégré nos restes à réaliser. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a construit le budget 2021, ces restes à réaliser, et ce qui doit se faire normalement, on est venu les réinjecter dans notre construction budgétaire. Voilà, en matière de dépenses et en matière de recettes. Ce qui fait qu'on avait compté les choses 2 fois. Alors, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr un reste à réaliser, il faut le réinjecter dans le budget suivant, hein, donc en l'occurrence en 2021. Et évidemment, il ne faut pas que ça vienne dans le résultat de l'année précédente. Voilà où était notre erreur. Donc, en fait, on a un résultat pour 2020 en investissement de 3 858 € et 68 centimes. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle, hein, là aussi. Donc, on repart sur l'année 2021 avec un excédent finalement supérieur à celui qu'on avait au départ envisagé. Alors, évidemment, c'est sur le 0,1, c'est 2118 € et 40 centimes de plus. Et comme j'ai tenu à ce que le budget globalement d'investissement reste le même, bien évidemment, étant donné qu'on a 2118 € et 40 centimes de plus en recettes, hein, qui viennent de l'excédent de l'année précédente, on a enlevé 2118 € et 40 centimes sur une autre ligne de recettes, et en l'occurrence, sur la ligne de recettes taxes d'équipement. On l'avait budgété à 4 000 €. Bon, on l'a diminué de 2118 € et 40 centimes. On est à 2 000 €, pas tout à fait 2 000 € de taxes d'équipement. Peut-être qu'on en aura un peu plus. Mais vous savez, ça, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas complètement lorsqu'on construit un budget parce qu'on ne sait pas les constructions qui vont être faites, terminées et pour lesquelles les habitants vont payer la taxe d'équipement. Voilà pour le budget d'investissement. Non, ce n'est pas une pinouille, hein. C'est un peu plus gros qu'une pinouille. Très bien, très bien. C'est une bonne nouvelle, hein, quand même, parce Oui. que en fait, ça vient augmenter notre résultat. Voilà, c'est technique et c'est plutôt une bonne nouvelle, donc tout ça va dans le bon sens. On va passer au vote. Je pense pas qu'il y ait des questions, hein, sur ces choses très, très marginales, hein, finalement, quand même, sur notre budget. Myriam, Bon pour moi. Félix, C'est bon pour moi. Stéphane, C'est bon. Asna, Oui, c'est bon. Sandra, Oui, c'est bon. Philippe, OK. ouais. Aude, Oui. Agathe, OK. je ne sais pas ce que c'est. Ghislaine, C'est bon. ok. Bertrand, Oui, c'est bon. Yvon, Bon pour moi. Franck, Ouais, bon pour moi. ok. Estelle, C'est bon pour moi aussi. Christian, C'est bon pour moi. et c'est bon pour moi. Avant de passer à la délibération suivante, qui est finalement la délibération la plus importante, hein, de ce conseil municipal, je voudrais, il y a présent notre correspondant Sud-Ouest, donc je voulais le remercier d'être présent à notre conseil municipal et d'en faire des comptes rendus réguliers. Donc voilà, je voulais le saluer en votre nom et lui souhaiter bienvenue, en espérant que le conseil soit quand même relativement intéressant. C'est un peu technique, il n'y a pas beaucoup de choses très croustillantes, mais on aborde un sujet maintenant qui, je pense, va intéresser tous les habitants à la fois de la commune et puis du territoire au sens large, hein, de notre communauté de communes, mais aussi des communautés de communes voisines, puisqu'il s'agit de la question de la mobilité. Vous savez que c'est la délégation dont j'ai la responsabilité au sein de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde. Nous avions la question qui nous était posée par la loi qui organise les mobilités, ce qu'on appelle la loi LOM, qui nous demandait de nous positionner avant le 31 mars, quand je dis nous, c'est les communautés de communes, avant le 31 mars 2021, sur le transfert
de la compétence d'organisation de la mobilité qui actuellement est de la responsabilité des régions. Et donc, la communauté de communes, notre communauté de communes s'est prononcée le 25 mars dernier pour la prise de compétences. Et donc, les statuts de la communauté de communes s'en trouvent modifiés. Il revient maintenant à tous les conseils municipaux de statuer sur la modification des statuts de la communauté de communes. Comme tout changement de statut, de prise de compétence d'une communauté de communes, ça demande ce qu'on appelle une majorité qualifiée des communes, c'est-à-dire une majorité des 3/5 des communes de la communauté de communes, représentant au moins 50% de la population totale de la communauté de communes. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est amené à délibérer. Le conseil communautaire avait voté avec une expression de 47 pour, 3 contre et 8 abstentions pour cette prise de compétence. Si vous le voulez, je peux vous présenter un petit diaporama, enfin un diaporama que j'ai pu présenter au conseil communautaire qui précise un petit peu cette question de prise de compétences sur la mobilité, ce à quoi ce que ça peut ouvrir, ce que ça veut dire en termes de fiscalité. Voilà, c'est essayer d'aborder à peu près toutes les questions. Puis après, je répondrai peut-être à vos questions pour qu'on ait un échange avant de procéder au vote. Je vais essayer de faire ce partage. C'est la première fois que je le fais, donc je vais essayer de le faire pour avoir ce document. Je vais essayer. Hop. Alors. Tac. 2 secondes, c'est un petit peu long. Voilà. Ah non, j'ai fait une bêtise. Donc, hop. Bon, écoutez, je suis un petit peu embêté parce que j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire. C'est la première fois que je le faisais et je vois pas. J'arrive pas. Bon, attendez, je vais essayer avec fichier. Non. Écoute, je suis désolé. Je vais essayer de vous présenter les choses un peu de mémoire et puis peut-être que mais j'ai cliqué sur écran partagé, hein, j'ai fait, mais c'est un problème. Je vais réessayer. Hop. Alors attendez. Ça a l'air de. C'est long quelquefois, Stéphane, avant d'arriver. D'accord. Vous voyez quoi là? On voit ton écran. Ouais. Vous voyez un écran, d'accord? Le tien, ouais. Oui, le mien, d'accord. Alors, du coup. On voit Chopin. Oui, je sais pas. Alors, tac, tac, tac. Au revoir. Oups. Est-ce que vous voyez? Ouais. D'accord. Alors, on va essayer de faire la diaporama. Lire à partir du début. C'est pas mal là? Impeccable. Super. Donc, moi je vais me sortir un petit peu tout ça parce que sinon je ne vais pas voir. Voilà, je me mets en bas. Donc, le contexte, c'est l'obligation pour la CDC, je vous l'ai dit, de décider au 31 mars 2021. On va parler de ce qu'on appelle les AOM, c'est-à-dire les autorités organisatrices de mobilité. C'est ce que l'on nous propose de devenir à la communauté de communes, c'est-à-dire c'est l'autorité, la collectivité qui va être en charge d'organiser les mobilités. On va voir quel type de mobilité cela recouvre.
Donc la question, c'était de savoir si on voulait, c'est le diaporama que j'ai présenté à la CDC, hein, voulons-nous que le territoire maîtrise sa politique mobilité pour répondre aux enjeux locaux, ou est-ce qu'on préfère rester sous la tutelle de la région Nouvelle-Aquitaine qui organise ces mobilités. Dans tous les cas, la région reste autorité organisatrice des mobilités au niveau régional et assure les dessertes de toute façon régionale, comme les trains et les TER, par exemple. Donc, là, l'idée, c'est d'avoir, donc effectivement, c'était d'avoir un échange, un avis à partir de la synthèse des avantages et inconvénients des alternatives qui se présentent à la CDC, à savoir, il y avait 3 hypothèses, donc là, je ne vais pas revenir. La CDC ne prend pas la compétence. L'hypothèse 2, la CDC prend la compétence mobilité. L'hypothèse 3, la CDC prend la compétence mobilité et la délègue à un syndicat intercommunal, puisqu'on nous avions bénéficié d'une étude qui avait été faite par le cabinet ITER, un cabinet qui avait travaillé pour le pôle territorial du Sud-Gironde. C'est dans la prise de compétences telle que la communauté de communes l'a décidé, c'est l'option qui a été choisie, c'est-à-dire de prendre la compétence pour travailler pour la redéléguer finalement à l'échelle du pôle territorial des 4 communautés de communes du pôle territorial. C'est la communauté de communes du Bazadais, la communauté de communes du Sud-Gironde et la communauté de communes de Convergence Garonne. Pour faire simple, Cadillac, Bazas, Langon et nous. Donc, qu'est-ce que ça nous autorise à faire? Ça nous permet de définir de la politique locale de mobilité, ça nous permet d'avoir du poids dans les décisions régionales et dans les relations avec les territoires voisins, avec des moyens financiers, vous verrez, qui sont différents. On va pouvoir venir modifier le service de transport à la demande. Ça peut avoir aussi des modifications sur les syndicats de transport scolaire. Et on a des possibilités d'évolution après le 31 mars. Je vais passer sur la CDC, ne prend pas la compétence parce que, effectivement, ce n'est pas ce qui a été décidé, mais on va quand même le voir parce que si on décidait de ne pas l'accorder à la CDC, ça reviendrait à ça. Si nous ne le prenons pas, les politiques locales de mobilité, la région devient AOM locale, autorité organisatrice de la mobilité, pour notre territoire. Elle est décisionnaire. On n'a pas c'est pas nous qui définissons cette politique. Elle peut agir en organisant des services de mobilité dans le cadre de délégations de compétences qui seront à négocier avec la région. C'est-à-dire, on doit négocier avec la région pour l'organisation du transport à la demande, si on veut améliorer le transport collectif, si on veut organiser des services de covoiturage dynamique, si on veut avoir un service vélo, on doit négocier avec la région qui accorde ou pas cette politique. La CDC ou ses communes peuvent agir dans le cadre d'autres compétences. On a la possibilité de réaliser des aménagements cyclables ou de covoiturage, par exemple, même si effectivement c'est la région qui reste compétente. La CDC, toujours dans le scénario où on ne prendrait pas la compétence, qu'est-ce que cela nous autorise à faire? Donc, dans le cas dans cette politique, notre poids dans les décisions régionales et les relations avec les territoires voisins, la CDC ne siège pas dans les instances décisionnelles en termes de mobilité à l'échelle régionale. À l'échelle régionale, c'est un petit peu compliqué, mais il y a un syndicat qu'on appelle un syndicat SRU, au titre de la loi SRU, la loi Guesso, qui est un syndicat organisé à l'échelle régionale, un syndicat mixte qui regroupe à la fois la région et les autorités organisatrices des mobilités locales pour pouvoir coordonner, harmoniser les politiques de transport, les politiques de mobilité. Si nous ne prenons pas si la CDC ne prend pas cette compétence, nous ne siégerons pas dans cette instance décisionnelle, donc nous n'aurons pas la moyen de pouvoir peser sur les décisions d'organisation de la mobilité, y compris à l'échelle régionale et locale. Elle est donc cette instance, on va être simplement associé
aux réflexions locales dans le cadre d'un contrat opérationnel du bassin de mobilité qui sera piloté par la région. Ça sera donc une simple concertation. C'est quand même relativement différent. Et pour le coup, on ne sera pas en capacité de développer de manière autonome des projets en coopération avec les autres CDC voisines ou avec la métropole en termes de mobilité. C'est bien la région qui pilotera ces questions. Question très importante, je ne l'ai pas dit dès le départ, mais cette prise de compétence à partir du moment où si la CDC n'avait pas voté la prise de compétence, ou même si là les communes le rejetaient, nous ne pourrions pas revenir dessus. Voilà, la loi dit c'est maintenant, le droit d'option c'est maintenant, il n'y aurait pas besoin, on n'aurait pas la possibilité de revenir dessus, c'est une fois pour toutes décidé. Donc la CDC, si elle ne prenait pas la compétence, quels seraient les moyens financiers? On parle des aménagements de la gare. Alors, je ne parle pas de l'aménagement de la gare forcément de Saint-Pierre, quoique, mais au moins des pôles multimodaux qui vont être construits soit pour ce qui nous concerne de manière certaine à La Réole, à la gare de La Réole. Si on ne prenait pas la compétence, il y aurait 25% de financement de la région et il y aurait d'autres cofinancements mobilisables de l'État. Par contre, nous n'aurions pas la possibilité pour la communauté de communes de lever ce qu'on appelle le versement mobilité, ou pour ceux qui connaissaient avant, c'était comme je sais pas comment ça s'appelait, la participation transport des entreprises. En fait, c'est une fiscalité qui s'applique aux entreprises de plus de 11 salariés, on le verra tout à l'heure, et qui permet d'avoir des financements dédiés à la mobilité. Pas de possibilité non plus pour la CDC de bénéficier des dispositifs d'aide de l'État réservés aux autorités organisatrices de mobilité. Et il y a des aides possibles de la région dans le cadre d'un contrat qu'il faut passer avec eux, qui est de 50% du coût des services mis en place par la CDC, par exemple le transport à la demande actuellement, avec un plafond d'aide de 4 € par habitant, soit 96 000 € à l'échelle de la communauté de communes. Pour financer les services qui sont réfléchis à l'échelle de plusieurs CDC qui seront financés prioritairement. Donc, ça veut dire que déjà, on a une enveloppe qui est extrêmement limitée, ce qui limite considérablement la possibilité de développer des services nouveaux de mobilité. Hop. Donc, si on doit développer des services qui impliquent ça veut dire que la CDC devra le financer sur son budget principal et devra supporter à chaque fois 50% du coût, voire plus si on dépasse le plafond d'aide de 96 000 € et ça peut aller effectivement très vite. Donc, si on ne prenait pas la compétence, il pourrait y avoir un impact sur le service de transport à la demande. Il faudrait donc passage de la convention actuelle de la région et la CDC à une délégation de compétences de la région. Ce n'est plus une convention, c'est une délégation de compétences. Comme actuellement, il y a des modalités de fonctionnement qui sont de toute façon définies en accord avec la région, mais quand je dis en accord, c'est quand même la région qui quand même décide beaucoup du règlement, avec un recours obligatoire à la plateforme de réservation régionale, ce qui n'est pas sans poser quelques difficultés pour nos usagers parce que c'est fait de manière très lointaine avec une connaissance du territoire qui est quand même relativement limitée et donc des usagers qui n'en sont pas forcément très satisfaits. Et on aurait un cofinancement par la région toujours à 50%. On est à 60% aujourd'hui. On viendrait descendre à 50% avec ce plafond de 94 000 €. Pour les syndicats de transport scolaire, si nous ne prenions pas la compétence, il n'y a pas d'impact sur l'organisation et le fonctionnement actuel des syndicats. La région continue à organiser le transport scolaire en tant qu'AOM. Elle peut continuer à s'appuyer sur les syndicats de transport en tant qu'autorité organisatrice de mobilité de second rang. AOM de second rang, ça s'appelle comme ça, pour dire qu'en gros, pour le transport scolaire, ça ne changerait rien si on ne prenait pas la compétence. Donc, on vient, si on ne prend pas la compétence, possibilité d'évolution après le 31 mars 2021, il y avait une option de réversibilité. C'est une possibilité très limitée de prendre la compétence mobilité ultérieurement. Je vous ai dit, on n'aurait pas de droit d'option différent, sauf
dans une seule solution, si la CDC était amenée à fusionner avec une autre CDC. Bon, je pense que là, il va falloir que ça s'arrête. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de projet dans les tiroirs du gouvernement de venir continuer cette folie de CDC gigantesque. Et sinon, si nous faisions l'option de le faire à l'échelle de plusieurs CDC, ce que nous voulons faire, il y aurait, la loi laisse la possibilité, a priori, pendant quand même un temps relativement important, de pouvoir, seulement si nous étions dans cette phase-là, de pouvoir prendre la compétence de manière ultérieure, c'est-à-dire qu'en attendant, la région l'exercerait. Maintenant, si la CDC prend la compétence, qui est le choix du conseil communautaire et qu'on l'on vous soumet aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous autorise à faire? Ça nous permet de définir la politique locale de mobilité. Elle est libre de définir sa politique mobilité. On n'a pas d'obligation de faire tout de suite. On n'est pas obligé de tout définir tout de suite. On peut prendre le temps de définir un plan de mobilité en liaison avec, faisant de la concertation, avec le plus de partenaires possible pour répondre aux enjeux du territoire et mettre en œuvre progressivement la compétence en la faisant évoluer et grandir au fil du temps. Donc, la CDC, ce que je le disais, organise les réflexions locales, elle anime un comité de partenaires et on peut engager la concertation avec les différents acteurs de la mobilité, la région, les associations, les syndicats, les entreprises, puisqu'elles seront amenées à participer. Enfin, tous les acteurs, tous les citoyens, les associations d'usagers, etc. Voilà. Ça nous modifie, vous l'avez compris, le poids dans les décisions régionales et les relations avec les territoires voisins, puisque du coup, la CDC participe aux instances de concertation à l'échelle régionale. On est membre à part entière du syndicat SRU Nouvelle-Aquitaine Mobilité. On est signataire du contrat opérationnel de mobilité. Et on a la possibilité de développer des partenariats avec d'autres EPCI, d'autres communautés de communes, d'autres structures ayant la compétence mobilité, les CDC voisines et la métropole. Pour l'instant, je vous l'ai dit, il y a la CDC de Bazas qui, certes, a une courte majorité à décider de prendre cette compétence. Il y a la CDC donc, du Réolais en Sud-Gironde dans son conseil communautaire de manière assez large, la CDC du Sud-Gironde de manière quasiment unanime également, et puis la CDC de Convergence-Garonne qui est aussi de manière très large a décidé de prendre cette compétence. Donc on voit bien sur un bassin de vie qui correspond à des mobilités vécues dans leur grande majorité par nos habitants sur ce territoire large du Sud-Gironde. Juste une question, Stéphane. Oui. Rural Entre-deux-Mers, ils n'étaient pas concernés? Alors si, Rural Entre-deux-Mers était concerné, mais ils ont fait le choix de ne pas la prendre. D'accord. Voilà. Parce qu'effectivement, ils avaient beaucoup moins travaillé cette question, hein, il faut le dire. C'est vrai que c'est une question complexe qui a demandé beaucoup de travail de la part… moi, j'y ai beaucoup travaillé personnellement, mais aussi tous les élus de la communauté de communes et les maires, etc. Donc, on n'était pas tous à égalité d'information. Et puis aussi, c'est la réalité de la communauté rurale Entre-deux-Mers, très, très éclatée entre plusieurs bassins de vie, entre guillemets, un peu acadiaque, pour toute une partie plutôt vers le pays foyen, une partie vers le Marmandais, une partie vers le Réolais. Donc, c'était très difficile pour eux de se projeter. Et bon, ils ont fait ce choix de ne pas y aller. Voilà. Donc, on est vraiment sur les 4 communautés de communes historiques du pôle territorial, quoi. Voilà. Moi, j'ai une petite question, oui. Stéphane. Si jamais Bazas, comme ils ont la majorité vraiment juste, ouais. Très juste, si jamais les conseils municipaux allaient contre pour voter oui, du coup, ça passerait plus. Non, ils n'auraient pas la compétence, effectivement. Ils n'auraient pas la compétence, voilà, parce que ceux qui ont voté oui, si les conseils municipaux disent non, du coup, Bazas ne rentrerait pas. Oui, et puis il y avoir aussi l'inverse. Hein. Il peut y avoir aussi l'inverse, oui. Le fait que beaucoup de communautés de communes autour aient voté et que la prise de compétence, on peut aussi penser que du coup, il y ait aussi des… Donc, je ne sais pas quel sera le résultat, mais c'est vrai qu'à Bazas, on peut être interrogatif sur si finalement ça ira jusqu'au bout.
Bon, si c'est Donc, pas... en fait, on vote, c'est ça, parce qu'on vote en conseil communautaire, et ça ne suffit pas, il faut aussi que... Comme toute prise de compétence. D'accord, ok, d'accord. Un conseil communautaire, une communauté de communes, ça ne reste que l'émanation des communes qui la composent. D'accord. Non, mais voilà, je me Donc, il y a une double validation. Ça permet effectivement que les communes, la volonté des communes, qui reste quand même le socle, reste décisionnaire in fine. Voilà. Ok, c'est bon pour moi. Sauf une chose, Stéphane, oui. Je ne comprends pas tout à fait le rôle du pôle territorial là-dedans, c'est quoi? En fait, le pôle territorial, c'est une structure qui regroupe sur certaines politiques. Par exemple, il gère ce qu'on appelle le contrat local de santé. Et ça regroupe les 4 communautés de communes, donc on va dire du Sud-Gironde, de Convergence-Garonne, du Sud-Gironde, du Bazadais et du Réolais en Sud-Gironde. Et quelquefois, sur certaines politiques, la communauté rurale Entre-deux-Mers est associée parce qu'ils sont sur 2 pôles territoriaux, eux. Ils sont aussi sur Cœur Entre-deux-Mers. Et donc, il y a, entre autres, donc je t'ai parlé de la santé, c'est eux qui gèrent également qui pilotent la politique de l'urbanisme à l'échelle ce qu'on appelle le SCOT, c'est-à-dire le schéma de cohérence territoriale qui chapeaute nos PLUI en construction. C'est lui également qui travaille sur la question du plan climat air énergie territoriale pour nos 4 communautés de communes. Voilà un certain nombre de politiques thématiques un peu transversales que l'on a décidé de piloter en commun parce que ça nous semblait être le bon échelon, la bonne échelle pour travailler. D'abord, le SCOT, c'était obligatoire, il fallait qu'on travaille à cette échelle. Et oui, Philippe, vas-y. Juste une chose, Christian. Pourquoi monter la mobilité à l'échelon du pôle territorial? C'est assez simple. Parce qu'au niveau d'une autre communauté de communes, on va agir juste sur le territoire de la communauté de communes. On va organiser des mobilités juste sur le territoire, par exemple, des 41 communes du Réolais. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin en termes de territoire. Donc, on regroupe plusieurs communautés de communes et on organise la mobilité au travers de tout ce territoire regroupant 3, 4, 5 communautés de communes. Ça me paraît beaucoup plus efficient. Pour compléter pour Christian, quand on parle à l'échelle du pôle territorial. Il n'est pas dit que ça sera le pôle territorial si nous devions prendre la compétence mobilité finalement dans toutes nos communautés de communes. C'est pas dit que ça soit le pôle territorial en lui-même qui sera la structure qui portera cette politique de la mobilité. Peut-être qu'il nous faudra créer un syndicat mixte dédié à cette organisation. Voilà, parce que le pôle territorial n'a pas forcément non plus vocation à embrasser toutes ces questions-là. C'est une question qui n'est pas tranchée. La volonté, c'est de proposer à nos partenaires des communautés de communes voisines de travailler cette question de la mobilité ensemble et de la piloter ensemble. Parce que nous, on est très bien placés pour le savoir. Voilà, à Saint-Pierre-d'Aurillac, les questions de mobilité elles vont se poser beaucoup pour nous vers Langon, vers la CDC du Sud-Gironde. Si nous devions, comme l'a dit Philippe, ne la prendre qu'à l'échelle communautaire, nous serions dans l'incapacité, parce que la loi nous l'interdit, de pouvoir faire des propositions. Nous, par exemple, si on devait créer une ligne de bus de transport régulier, on ne pourrait pas la faire déborder sur le Sud-Gironde si nous n'avions pas créé une autorisation d'organisation de la mobilité à cette échelle-là. Je ne sais pas si je me fais... En cela, justement, ça ne répond pas à ma préoccupation, tout ça. C'est-à-dire, la CDC, là, dans un prochain avenir, va déléguer sa compétence en matière de mobilité vers ce syndicat territorial. En fait, c'est ça qu'il s'agit. Oui, l'idée, c'est ça. Soit un syndicat qui existe déjà, c'est-à-dire le pôle territorial, où on a nos représentants. Par exemple, Philippe y siège, par exemple. Soit on aura un syndicat dédié qui restera à créer. Mais pour ça, il faut que la discussion qu'on ait avec nos partenaires, c'est pour ça que je dis c'est une volonté.
Mais c'est pour ça qu'il va falloir qu'on se crée le temps, c'est que cette volonté, elle soit bien partagée par nos partenaires et qu'à minima, on se soit mis d'accord sur ce qu'on veut en faire, au moins dans un premier temps, avec une forme de trajectoire de ce qu'on veut créer, quoi, quand même. Voilà. Donc ça, c'est pas fait encore. Certes, mais ça veut dire quand même, et là, je suis désolé, mais quand je vois s'amener aux élections régionales le maire d'une commune voisine, président de la CDC voisine, et que manifestement on est en train de donner à ces gens-là ce genre de pouvoir, c'est-à-dire qu'on va concentrer dans la région indirectement sans doute la question du transport et de la mobilité. Non. Me semble-t-il. Non, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que le maire de Langon va devenir conseiller régional, c'est ça que tu veux dire? Ah, moi je dis mais personne. Il devrait. Sauf que du coup, nous, ce qu'on propose, c'est que ça ne soit plus la région qui organise les mobilités sur notre territoire. Ouais. C'est-à-dire, ben oui, de fait, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est plus la région qui aura ni le mot à dire, c'est nous qui déciderions tout seuls. Par contre, ce que nous proposons, c'est que, et sans faire offense au maire de Langon, on va pas faire ça. Non. Ce que je veux dire, c'est que ce que nous proposons, c'est à l'ensemble de nos partenaires des communautés de communes qui nous entourent, c'est de travailler ensemble à construire ces nouvelles mobilités sur ce territoire qui nous est commun, sur lequel vivent nos habitants. Et pour le coup, le président de la communauté de communes du Sud-Gironde, comme tous les présidents de communautés de communes, comme tous les maires, etc., il travaille avec des conseils communautaires, des communes qui le représentent, et je crois qu'il y a une volonté forte, très partagée de l'immense majorité des communes du Sud-Gironde, comme de Convergence Garonne et une bonne part des communes du Bazadais, de construire ensemble cette question de mobilité parce que c'est le bassin de vie, c'est la réalité vécue des mobilités pour nos habitants. Donc oui, ça nécessitera du dialogue, peut-être du rapport de force, peut-être voilà, mais entre guillemets, c'est la vie comment dire, dès qu'on construit des politiques publiques avec d'autres, on est obligé. Par contre, le fait qu'il soit conseiller régional demain ou qu'il soit vice-président ou à l'exécutif régional, etc., ça n'influera pas puisque en fait, du coup, la région perd ses compétences décisionnelles et même financières puisqu'ils interviendront plus sur nos politiques de mobilité. Je ne sais pas si... Voilà, ça serait l'inverse. À l'inverse, on laisserait à la région, je te dirais, on peut même voir du coup en creux, on le laisserait à la région, on renforcerait très considérablement le pouvoir et le rôle du maire de Langon s'il devait demain devenir le seul représentant ou quasiment le seul représentant du Sud-Gironde à l'exécutif régional. Oui, non, mais moi je comprends bien ça, mais je trouve qu'on est aussi placé dans une situation où on a le choix entre la peste et le choléra, quoi. Puisque Philippe disait la question de la mobilité, on ne peut pas, et je l'entends en partie, en tout cas, on ne peut pas le traiter qu'au niveau de la CDC, d'une part, mais ensuite on se retrouve dans un syndicat inter-CDC, pôle territorial, on a dit, avec à sa tête des gens qui, il y a de cela 2 mois, nous disaient... Non, à la tête du pôle territorial, c'est pas Jérôme Guillen. Hein. C'est Bruno Marty. Hein. C'est le maire de La Réole. C'est le maire de La Réole. Excusez-moi. Oui, ça change beaucoup de choses. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Ok, mais j'ai rien dit. Mais je comprends mieux le sens de la manifestation qui est organisée au mois de mars, quoi. Exactement. Hein? Exactement. En sachant que par contre, hein, tu l'as bien compris, restera de toute manière à la région la question des trains. Oui. Ça ne changera pas. Voilà. Oui. Ou même des transports interurbains terrestres qui dépasseraient les périmètres des autorités. Voilà. On peut prendre un exemple. Par exemple, la ligne 501, voilà, qui fait toute la rive droite, vous voyez, qui vient jusqu'à Langon. Cette ligne-là,
elle passe sur X territoires, sur plusieurs CDC. Et ça, c'est une ligne qui restera une ligne de compétence régionale. Hein. Voilà. Elles existent et elles resteront pas en tant que telles. Hein. Voilà. Nous, ce qu'on crée, c'est de la mobilité sur notre territoire, uniquement. Et par contre, est-ce que ça pourra changer quelque chose au niveau des horaires Est-ce que justement de créer Donc, les horaires de quoi? Au niveau des trains, vous avez dit que c'est par la région, mais là, la CDC, d'après ce que j'ai compris, gérerait tout ce qui concerne l'aménagement surtout. Non, pas forcément. Non. De toute façon, les aménagements, c'est toujours, pour l'instant, c'est toujours les collectivités hein, qui les font. Mais par contre, pour tout ce qui concerne les horaires des trains, des TER, etc., tout ce qui concerne les lignes de transport réguliers par bus qui dépassent le cadre, par grosso modo, qui vont de Bordeaux jusqu'à nos territoires, etc., tout ça restera de l'ordre de la politique régionale. C'est même pas posé dans la question de prise de compétences, en fait. Nous, c'est vraiment pour nous permettre de venir développer de nouveaux services de mobilité que nous définirions en propre sur notre territoire. On va en parler tout à l'heure sur ce qui pourrait peut-être voir le jour, puisqu'il y a des conditions, notamment, voilà, puisqu'on aborde la question du moyen financier. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait possibilité de financement pour les aménagements de gare. Il y avait la possibilité d'aller jusqu'à 50%. Là, on ne serait plus qu'à 15% de financement de la région, avec des cofinancements mobilisables de l'État. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a plus de financement par la région des services mis en place par la CDC sur son propre territoire. Il ne finance plus. Et il y a pour nous la possibilité de mobiliser des aides de l'État dédiées aux politiques de mobilité. Plus la région qui les percevrait, c'est nous-mêmes. Mais la plus grande innovation, et c'est ça qui permet de effectivement faire évoluer fortement les choses, c'est que du coup, c'est les communautés de communes ou la communauté de communes, en tout cas l'autorité organisatrice des mobilités locales, qui peut lever ce qu'on appelle le versement mobilité, ce qu'on appelait le versement transport avant, qui est une nouvelle recette. Avant, il n'y avait pas droit, hein, il n'y avait que la métropole ou les grandes agglomérations qui pouvaient lever ça. À Paris, ça fait des années que c'est fait, à Bordeaux aussi, qui est une nouvelle recette qui est mise, où il y a une condition pour pouvoir lever cette nouvelle recette de versement de mobilité, c'est de mettre en place une ligne de transport régulier sur le territoire de l'AOM. D'accord ? Voilà. C'est un transport régulier, c'est-à-dire un transport qui a des horaires, qui se fait de manière régulière tous les jours, etc. Voilà. Et qui permet, sur une ligne dédiée, de créer du transport. On pourrait tout à fait envisager, par exemple, la création d'une ligne de transport par car qui viendrait en journée, pas le matin, pas le soir, pour ne pas venir concurrencer le train, mais pourrait venir en journée, permettre les mobilités entre la Réole et Langon, par exemple, ce qui n'existe pas actuellement. On n'a quasiment aucune solution de mobilité pour nos populations, puisqu'on n'a que très peu de trains en journée. Voilà, c'est une idée comme il y a, mais en tout cas, il nous faudra créer une ligne de transport régulier pour pouvoir percevoir ce versement de mobilité. Donc, un impôt, vous l'avez compris, qui s'adresse aux entreprises de plus de 11 salariés, de 11 équivalents temps plein. Donc là, on avait fait le cabinet ITER avait fait des simulations de potentiel fiscal de recettes. Voilà, vous avez un peu les échelles. On peut peut-être les minorer un peu. On a refait mouliner les services parce que c'est l'URSSAF hein, qui calcule, comme c'est basé sur l'assiette salariale, c'est un petit peu complexe. Mais bon, ça vous donne à peu près un ordre d'idée. On n'est pas obligé de lever le versement de mobilité, c'est des taux. C'est pareil que sur un autre impôt, et on n'est pas obligé de tout lever tout de suite. Voilà. Et ça touche à la fois les employeurs publics et privés. C'est-à-dire que, par exemple, la commune de Saint-Pierre-d'Aurillac serait soumise à un nouvel impôt lié à ce versement mobilité. Ça viendrait impacter notre budget municipal.
Vous n'hésitez pas à m'arrêter, hein, parce que… Donc, pour les transports à la demande et les syndicats de transport scolaire, il faudra que la CDC fasse le choix. Je vais vous dire quel est le choix que la CDC a fait déjà dans sa délibération. C'est de dire que nous ne demandons pas, pour l'instant, le transfert des services qui existent déjà, à la fois de transport régulier, de transport à la demande et de transport scolaire. Et donc, si nous devions demain, dans un premier temps, on va demander dans la délibération de ne pas le faire, on veut le laisser à la région et on viendra construire des offres de mobilité nouvelles. Par contre, ça nous autorise demain à pouvoir demander au fur et à mesure, au fil de l'eau, de reprendre ces compétences. À chaque fois qu'il y aura reprise de compétences, il y aura un travail d'évaluation, à chaque fois avec la région, pour qu'il y ait un transfert de charges des financements et des coûts supportés actuellement par la région. Et elle devra nous allouer des sommes qu'elle dépense actuellement pour faire fonctionner ces services. Voilà. Par contre, c'est gelé à un temps donné, comme tout transfert de charges, comme tout transfert de compétences. Et dès que vous faites évoluer tout ce qui va venir par la suite, ça sera supporté par la communauté de communes. Stéphane, oui. Le transport à la demande, la CDC, ils ont pas, enfin, il n'y a pas quelque chose déjà? Oui, c'est la région qui fait le transport à la demande? C'est nous qui l'avons, c'est nous qui l'avons, mais c'est un service régional, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. On a conventionné, l'a conventionné avec la région, qui définit une bonne partie d'ailleurs du règlement et qui nous impose sa plateforme de réservation. Donc nous, on a déjà effectivement un transport à la demande. C'est pour ça que nous, dans un premier temps, on demande à ce qu'à la région, même en devenant AOM, à ce qu'elle continue de nous laisser le temps de faire évoluer le service, de réfléchir ensemble à quels besoins, comment on peut le faire évoluer, etc. Comment on peut le coordonner avec les nouvelles politiques de mobilité qu'on pourrait mettre en place, dans un premier temps, de le conserver. Voilà. Et on a donc un délai de 18 mois pour l'organisation effective du transfert à partir de la demande de la CDC. Ça nous laisse un temps de travailler sur ça. Pour l'instant, ce n'est pas ce que nous avons décidé en conseil communautaire. Je le rappelle, on a pour l'instant demandé la prise de compétences AOM, en laissant à la région, en leur demandant de conserver dans un premier temps ce qui existe déjà. On a dit le transport à la demande et en gros les lignes de transport scolaire, puisque c'est de ça dont il s'agit. Et pour nous laisser le temps de travailler demain à soit une reprise en direct de ces compétences, avec des transferts de charges, vous l'avez compris, qui seront à évaluer avec la région, soit de leur laisser. Mais c'est vrai qu'on est plutôt dans une réflexion, et ça viendra ensuite en commission communautaire, de venir peut-être mieux utiliser, par exemple, les transports scolaires. On pourrait tout à fait envisager peut-être, et ça se fait dans d'autres CDC rurales, de pouvoir permettre, par exemple, que le transport scolaire sur certains tronçons puisse être utilisé par d'autres personnes que les élèves, par exemple. Vous voyez, pour permettre d'aller à Langon, d'aller… voilà. Il y a des choses qui peuvent exister. On peut aussi réutiliser les bus et les chauffeurs qui font ces circuits pour pouvoir leur proposer des passages à d'autres moments en journée. Enfin, ouais, il y a plein de choses qui peuvent permettre de mutualiser. Pour ça, il faut qu'on puisse le reprendre. Bon, mais on veut se laisser un peu le temps. Voilà. Donc, on l'a dit, sur le transport à la demande, on y vient. La région ne cofinancera plus les transports à la demande pour notre CDC. L'intérêt de la CDC de demander un transfert du service, c'est qu'on récupère les recettes via le transfert de charges réglementaires. Et là, on va être sur une année, si on le prenait tout de suite, qui ne serait pas bon parce qu'il y a eu peu de recettes, parce qu'on est sur une année Covid. Donc, en plus, c'est gelé à l'instant T. Donc, on n'aurait pas forcément un intérêt. Mais par contre, on aurait la possibilité pour la CDC d'adapter les modalités de fonctionnement, ce que je disais, indépendamment de la région, des décisions régionales. Par exemple, on pourrait imaginer que le transport à la demande pourrait être élargi, notamment à l'ensemble de notre jeunesse, par exemple, ce qui pour l'instant n'y a pas accès, sauf pour les jeunes qui
qui sont en grande difficulté sociale. Parce que pour l'instant, c'est pour nos seniors, pour des personnes qui n'ont pas du tout de mobilité et pour des personnes en grande difficulté sociale, RSA, etc. On pourrait tout à fait ouvrir, je pense, ça pourrait être intéressant d'ouvrir l'assiette, et notamment à la jeunesse, comme dans beaucoup de villages, de nos villages ruraux, parce qu'encore à Saint-Pierre, on est sur des axes circulants de mobilité, mais on a plein de villages de nos communautés de communes où les jeunes sont assignés à résidence, quoi, hein, voilà. Donc, pour les transports scolaires, bah, écoutez, la CDC ayant la compétence mobilité, elle devient membre des syndicats de transport scolaire en lieu et place des communes. Ce qui veut dire que pour ce qui nous concerne, hein, c'est la CDC, pour un fort simple, ça serait la CDC qui deviendrait membre du SIS pour notre compte. Hein. Pour la compétence transport scolaire, avec un mécanisme qu'on appelle représentation-substitution, même si aussi les communes pourraient toujours être adhérentes du syndicat, parce qu'il n'y a pas que la compétence scolaire au sein du SIS. C'est la complexité de ce syndicat qui a aussi une partie qui relève de la gestion d'un certain nombre de bâtiments et de structures. Si je dis des bêtises, Philippe, tu me Non, c'est tout à fait ça. Il y a une partie dans le transport, dont tu viens de parler, il y a la partie bâtiment. Il y a d'ailleurs deux budgets dans le SIS. Il y a un budget bâtiment, il y a un budget transport. Voilà, les communes pourraient continuer à participer. Restent membres de ces syndicats pour leurs autres compétences. Voilà. L'intérêt de la CDC de demander un transfert du service, c'est que donc des recettes récupérées via le transfert de charges. On a la possibilité pour la CDC d'adapter les modalités de fonctionnement des services, que j'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, j'avais un petit peu pris d'avance sur cette slide. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il est plus possible, hein, si on prend la compétence de faire marche arrière et de renoncer à la compétence mobilité. Par contre, on a toujours moyen de déléguer à n'importe quel moment à cette structure plus large que notre simple communauté de communes à l'échelle du pôle territorial ou d'un syndicat qu'on créerait à cette échelle-là. Donc, là, c'est pour vous donner en fait les montants de capacité à lever du versement mobilité, parce que l'intérêt aussi de le déléguer à l'échelle plus large, c'est que bien sûr, ça nous permet de lever plus de VM, c'est-à-dire qu'il y a une bonification du taux qu'on est en capacité de demander aux entreprises. C'est-à-dire si on le fait tout seul, on a moins de recettes potentielles que si on le fait avec nos 4 communautés de communes. Donc là, vous avez les potentiels qui ont été calculés pour chacune des CDC, en considérant que de toute façon, pour la CDC rurale dans l'Entre-deux-Mers, c'est déjà plus le cas. Hein, c'est déjà plus possible, puisqu'ils ne l'ont pas prise. Donc, on a un poids, bien sûr, politique plus fort dans les décisions à l'échelle régionale et dans les relations avec la métropole, bien sûr, parce qu'effectivement, dans le syndicat NAM, effectivement, si le pôle territorial qui y est représenté, il pèsera, quand je dis le pôle territorial, cette structure à cette échelle, bien sûr, aura un poids beaucoup plus important au regard que nos communautés de communes relativement modestes, hein, puisqu'on va discuter là avec la métropole, on va discuter avec la région, etc. Et ce que je vous disais, on a des recettes potentielles de versement mobilité plus élevées, puisque à cette échelle-là, on a la possibilité de lever plus de recettes. Donc, bon, après, voilà, si on le délègue, bien évidemment, on perd un peu moins de maîtrise. C'est ce que disait un petit peu Christian, hein. C'est-à-dire que dès qu'on va à une autre échelle, on perd de la maîtrise. C'est une évidence. Moins de proximité pour la gestion des services répondant aux besoins très locaux. C'est aussi, dès qu'on a grandi, hein, c'était la difficulté. Enfin, on passe de la région qui est grande comme le Portugal, on resterait quand même quelque chose qui ressemblerait à un territoire qu'on connaît quand même, qui est le Sud-Gironde. Et pareil, pas de possibilité de faire marche arrière, pas de possibilité de reprendre l'exercice à l'échelle de la CDC. Vous voyez il faudra bien le peser. C'est toujours un peu définitif, hein, ces affaires-là. Hein.
Et à noter, pour l'instant, la délibération qu'on vous propose de prendre, hein, c'est bien de confirmer le choix de prendre la compétence à l'échelle communautaire. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'automaticité de transfert à l'échelle du pôle territorial. Hein. C'est une volonté de travail en commun, mais ça sera, et c'est moi qui vais le piloter pour la communauté de communes, donc je peux vous le dire, ça sera aussi conditionné à un accord politique minimal de construction de politiques publiques de mobilité qui correspondent aux besoins de l'ensemble de nos populations. Voilà. Pour faire simple, ça ne sera pas la CDC du Gironde qui imposera pour tout le monde. Mais je ne crois pas forcément que ce soit leur volonté. Donc voilà, on avait fait une synthèse des 3 hypothèses, voilà, qui reprend un peu les questionnements qu'on s'était dit, hein, et donc qu'effectivement, il y a des pour et des contre pour tout, en sachant qu'effectivement, si on ne prend pas la compétence, il nous semblait qu'il y avait beaucoup de moins d'intérêt à laisser cette compétence à l'échelle régionale. On voit dans la difficulté qu'on a à discuter avec eux, notamment aussi sur le chemin de fer, sur des choses comme ça, où vu de Bordeaux à l'échelle de cette Nouvelle-Aquitaine gigantesque, notre petit territoire pèse pas beaucoup, quoi. Voilà, pèse pas beaucoup et c'est très compliqué de pouvoir avoir des discussions avec la région. Donc c'est vrai qu'on reprend un peu de la maîtrise et de la capacité à construire des politiques publiques qui correspondent à la réalité vécue de nos habitants, quoi. Voilà, alors attends, il faut que j'arrête de partager. Voilà, je suis revenu avec vous. Voilà, s'il y a des questions, on peut encore avoir un peu le débat. Hein. C'est forcément un peu succinct et un peu rapide ce que je vous ai présenté. Voilà. Mais ça donne quand même un certain nombre d'éléments objectifs. Ce qu'il faut retenir, me semble-t-il, c'est le fait que l'on maîtrise quand même une politique publique qui est devenue pour nos territoires une des principales préoccupations de nos habitants. Voilà, c'est une question pour nous qui est centrale sur notre territoire. À chaque fois qu'on travaille sur, Myriam pourra en parler, quand on travaille à la mission locale sur les questions des jeunes, c'est la mobilité qui est posée pratiquement de manière centrale. Quand on parle de nos seniors, quand on parle de nos aînés, c'est les questions de mobilité. Dès qu'on parle de la question de l'accès à l'emploi, des personnes pour pouvoir accéder au bassin d'emploi, et on se retrouve avec des populations qui, effectivement, des habitants qui sont empêchés d'aller au travail parce qu'ils n'ont pas accès à des offres de mobilité satisfaisantes. Et donc, l'idée, c'est véritablement de se doter de cet outil nouveau avec des recettes dédiées, avec effectivement un effort qui sera demandé aux entreprises, mais pour lequel on pourra aussi elles pourront bénéficier aussi de ce nouveau service pour aussi renforcer leur propre attractivité, hein, parce que pour pouvoir attirer des salariés, il faut aussi qu'ils aient la possibilité de se déplacer sur le territoire et de venir se rendre au travail. Donc, et puis, ça correspondra un peu à ce qui se fait sur le reste des territoires finalement autour de nous. Donc voilà, c'est pour ça que il me semble important qu'on puisse aller dans ce travail. Une fois qu'on aura décidé ça, tout restera à construire, vous l'avez compris, avec les usagers, avec les partenaires, avec toutes les associations. Il va falloir monter ce dialogue pour construire ensemble les politiques publiques dont on a besoin en y affectant les recettes nécessaires. Et puis, il y aura tout ce travail dans le même temps ou peut-être de manière un peu décalée, une fois qu'on aura fait ce travail d'abord sur notre territoire, pour aller travailler avec nos partenaires pour voir si, oui ou non, on a intérêt à construire. Et nous, on pense plutôt que oui, mais il faut que ça soit partagé par tout le monde, ces politiques à l'échelle de ces 4 CDC. Voilà. Voilà un peu l'objet de ce transfert de compétences. J'étais un peu long, mais ça me semble c'est un sujet qui méritait certainement quand même un petit peu de prendre du temps. Et je peux répondre encore aux questions, on peut encore débattre. Hein. Donc, petite question. Ouais, vas-y, Franck. Donc, en fait, si j'ai bien compris, c'est une petite révolution, puisque quand je regarde par rapport à tout ce que tu as pu dire, et que je fais le bilan par rapport aux années précédentes,
c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de coupures sur les budgets au niveau des communautés de communes qui ont été refilées un peu à la région, et après la région refilait de l'argent à qui voulait, si je fais globalement. Hein. Donc là, en fait, ça vous permet surtout d'avoir, au niveau des communautés de communes qui sont dedans, d'avoir un budget nécessaire pour pouvoir agir principalement sur votre territoire et de décider en globalité, c'est-à-dire avec l'ensemble des partenaires, de ce que vous voulez vraiment sur vos communes. En gros, c'est ça. Ce qu'on ne vous donnait pas la possibilité de faire avant, parce qu'en fonction de la personne qui gérait la région, vous n'aviez pas forcément la possibilité de cette indépendance, quoi. Oui, et puis ça veut dire par exemple que oui, c'est exactement ça. La région, le problème de ces politiques qui font toujours grossir, c'est qu'on a une région qui a enflé de manière considérable depuis les dernières. C'est plus seulement notre région Aquitaine, ça a englobé Poitou-Charentes et le Limousin, donc c'est vraiment une région qui est gigantesque. Et c'est vrai que c'est devenu très compliqué de pouvoir avoir un dialogue sur les questions de mobilité qui prennent en compte les besoins fins de nos territoires à une échelle qui, vue de là-haut, est extrêmement lointaine. Donc, et à chaque fois, bien sûr, comme nous décidions et nous financions quasiment pas grand-chose, c'est la région qui finançait, et comme c'est celui qui détient le porte-monnaie qui décide, quoi. Et donc, c'était vraiment très, très compliqué. Donc, c'est vrai que c'est une manière pour nous de faire redescendre cette compétence, de retrouver un peu de maîtrise locale sur une politique publique essentielle pour nos territoires. Et effectivement, pour une fois, et ça c'est à souligner parce que c'est vraiment, et tu as bien raison, très différent de tous les transferts qui a pu avoir lieu, on nous donne la possibilité, on nous donne une recette qui est une recette dont on ne maîtrise pas, certes, l'assiette, mais dont on maîtrise le taux. C'est-à-dire que la décision politique relèvera de nos conseils communautaires pour pouvoir aller chercher ce versement mobilité. Donc, oui, on retrouve, et c'est un peu à rebours de l'évolution qui a lieu généralement, un peu de maîtrise publique pour développer des politiques publiques, oui. Mais par contre, ça ne répondra pas à ta demande que tu as fait depuis des mois et des mois concernant justement au niveau des gares, puisque la région aura toujours la maîtrise à ce niveau-là. La région aura toujours la maîtrise, mais pour vous donner, mais je ne voulais pas perturber le dialogue sur la prise de compétences mobilité, mais nous avons eu une deuxième réunion avec la région la semaine dernière. Quand je dis nous, c'est-à-dire les maires entre l'Aréole, qui ont des gares entre l'Aréole et Langon. Et donc, la région qui avait, vous le savez, comme projet de réduire le nombre d'arrêts de 7 à 4 entre Langon et l'Aréole, c'est ce qui a suscité notre mobilisation, qui a été quand même forte et bien relayée, a décidé de revenir sur cette décision. Peut-être que des élections bientôt, non ? Ah, voilà, Christian, tu sais que la période était… Mais notre mobilisation n'était pas non plus dénuée du contexte. Voilà, donc ils ont décidé de revenir sur cette décision, même si pour l'instant les propositions d'horaire qu'ils nous ont présentées ne nous satisfont pas, parce que ça correspond un petit peu à ce que fait la Poste, c'est-à-dire on réduit toujours les horaires, en tout cas de mettre des horaires de moins en moins satisfaisants pour mieux revenir nous voir peut-être dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans, j'en sais rien, en nous expliquant qu'on a toujours moins de personnes qui prennent le train. Donc, c'est pas satisfaisant, mais d'ores et déjà, entre guillemets, la région a renoncé à ce qui était dans et la SNCF dans les tiroirs à venir supprimer, notamment, puisque je peux vous le dire maintenant, c'était la gare de Saint-Pierre-d'Aurillac et la gare de Gironde-sur-Drô qui était sur la sellette, de renoncer à cette erreur historique et dramatique. Voilà. Mais rien n'est réglé. Il faut publier l'engagement écrit, là. Exactement. Signé de Rousset. Exactement. Comme pour la passerelle pour le département. Voilà. Exactement. On va attendre tout ça. Je suis obligé de vous dire l'état de la rencontre qu'on a eue et effectivement, on a des premiers documents. Ils doivent retravailler sur les horaires parce que ça ne nous va pas, on leur a dit.
on verra ce que finalement ils vont proposer. Mais enfin, moi, je suis toujours en train de… Quand la mobilisation, et on utilise tout, hein, la période électorale, moi, tout est bon à prendre. Hein. Quand la mobilisation, elle permet de faire bouger les lignes, c'est toujours ça de prix, quoi. Voilà. Donc, pour l'instant, on a commencé à faire reculer. Il restera à transformer l'essai. Et la période est propice à ça. Il faut en profiter. Voilà. Je pense que tu as en grande partie répondu, Stéphane. Mais comme disait Franck, c'est étonnant, depuis des années, on grossit les structures, on grossit, là, on fait marche arrière un peu, à contre-courant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si je ne dis pas de bêtises, comme à l'époque des routes, où le budget n'est pas suffisant pour les travaux à engager, en fait? On se retrouve avec plus de dépenses que de… Alors, non, là, mais ce que tu disais, toi, c'est qu'on a la main sur les… Non, tu as raison. On n'a pas la main, hein, sur l'assiette, puisque c'est lié, vous l'avez compris, au nombre d'entreprises qui ont plus de 11 équivalents temps plein dans leurs effectifs. Et en plus, bon, je ne complexifie pas trop les choses, mais il y a des dérogations, il y a des effets de cliquet. Par exemple, une entreprise qui, pour l'instant, a 10 salariés, s'ils passent à 12 demain, ils seront exonérés de toute façon pendant 5 ans. Ils ne paieront pas le versement mobilité. C'est ces effets de cliquet, là. Mais bon, donc on maîtrise pas l'assiette, pas complètement. Par contre, on maîtrise le taux qu'on y applique. Ça, c'est déjà une nouveauté parce que généralement, à chaque fois qu'il y avait des transferts de compétences, ça se faisait sur base de dotation. Et donc, la dotation, comme vous l'avez vu, est ce qu'on appelle les transferts de charges. À chaque fois, c'est gelé à un temps T. Et après, tout ce qui est évolution, c'est pour nous. Donc là, c'est plutôt positif, mais rien n'est réglé parce que il faudra qu'on définisse comme toute politique publique ce dont on a besoin, ce dont on voudrait se doter, quelle ligne de transport régulier nouvelle, pour rabattre faire les gares, pour permettre à nos jeunes de se désenclaver, etc. Bon, il y a des choses qu'on a, la politique de transport vélo, hein, on va pouvoir venir nos communautés de communes demain en étant AOM, venir compléter, par exemple, et raccorder des pistes cyclables qui pourraient relier nos centres-bourgs, chaque commune travaillant à son propre plan cyclable, mais nous, on pourrait venir imaginer, venir coudre, par exemple, et revenir relier nos centres-bourgs sur le plan cyclable. On retrouve des capacités à agir sur ces questions. Mais comme toute décision politique, il va falloir qu'on fasse des arbitrages et qu'on remette les financements en face. Est-ce qu'on peut tout faire tout de suite? Est-ce qu'on peut le phaser? Et tout ça, ça sera l'objet de discussions politiques qu'on aura. Quand je dis politique, c'est pas politicien, c'est vrai politique au sens noble du terme, au sein de la communauté de communes, au sein de nos conseils municipaux, au sein des commissions intercommunales de mobilité, au sein de ces organisations de partenaires, hein, qui est incluse dans la loi. Pour le coup, c'est plutôt favorable parce qu'elle indique aussi qu'il y a une obligation de concertation. C'est vrai que c'est étonnant, hein, on peut se dire qu'il y a vraiment des avancées dans cette loi, un peu à rebours de tout ce qui peut se faire autrement. Et puis, si demain on devait le transférer effectivement à l'échelle d'un syndicat plus large, ça veut dire être en capacité de mener ces discussions politiques à ce niveau-là, avec peut-être des rapports de force, peut-être nous obliger à convaincre pour gagner. Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est ça aussi, faire de la politique et d'être élu local, quoi. Ça nous redonne quand même des marges de manœuvre. Parce que du coup, si on passe sur le niveau intracommunautaire à plusieurs CDC, on crée un nouveau syndicat, donc c'est un budget… Peut-être, je ne suis pas sûr encore, on n'en sait rien. Ouais, on n'a pas commencé les discussions. Non, mais ça serait un budget indépendant. Donc, ça serait un budget indépendant, oui. Et que toi ou Philippe, vous qui avez un peu l'habitude des chiffres, les chiffres, ça vous paraît d'avoir de la marge de manœuvre? Oui, alors oui, par contre, j'avais pas compris oui, on a fait chiffrer, par exemple, et pour information, et vous avez en tête les volumes de financement qu'il y avait, hein, sur la communauté de communes. Donc, on a fait chiffrer à la fois par le CIS, à la fois par
d'autres organismes de transport local. Par exemple, la création de la ligne de transport régulier entre Langon et La Réole. Combien ça coûterait? D'accord? On a fait chiffrer entre, par exemple, la gare de La Réole et la zone d'activité de Bois-Majou pour permettre que des salariés de Bois-Majou puissent venir depuis la gare de la Réole. Je vois que Agathe, ça la fait sourire. Voilà, des choses qui, qui pourraient être faites. Ça rentre dans les clous. Voilà, ça nous a donné à voir que on est très en deçà du potentiel maximum de captation du versement mobilité. Voilà, c'est faisable. Après, c'est des décisions politiques. Voilà. Mais c'est faisable financièrement, oui. Ok, bon, voilà, parce que ça va l'air. Et par contre, ce qui est important, c'est que ce sont des budgets séparés. Cette gestion de la mobilité, ça nécessitera de toute façon un budget annexe qui devra être équilibré ça ne vient pas abonder, c'est pas une recette qui va venir abonder le budget principal de la communauté de communes. D'accord? Ça, c'est une recette dédiée. Le versement mobilité devra aller qu'au financement des nouvelles mobilités. Ouais, voilà, mais c'est justement comme c'est un budget indépendant, c'est que ça ne soit pas un cadeau empoisonné, qu'on se retrouve avec des finances trop justes et prendre le revers de la médaille, parce que ça ressemble à un cadeau. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de transfert obligatoire, tu l'as compris, de mobilité qui existe déjà. Donc ça, c'est déjà un peu rassurant. C'est-à-dire que si ce n'est pas nous qui le demandons, par exemple pour le transport scolaire, on n'est pas obligé de le récupérer. Voilà, ça, et qu'on pourrait tout à fait dédier ce versement mobilité dans un premier temps à l'organisation de services qui n'existent pas actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc on crée quelque chose de nouveau et on peut le dimensionner dans à la capacité financière qu'on veut allouer. Mais il y a un débat, par exemple, toute une partie de la droite, je vous cache pas, sont un peu allergiques à l'idée qu'on vienne solliciter les entreprises sur cette question de la mobilité. Des plus grandes entreprises et des collectivités. Mais voilà, moi je crois que c'est important aussi que les employeurs participent de la mobilité de leurs salariés. Voilà. Et Stéphane, les employeurs, donc collectivités, entreprises, mais les services d'État aussi qu'on a sur nos territoires, ils sont concernés ou pas? Les hôpitaux aussi, oui. Les hôpitaux, les services des impôts, tous les services. Oui, il n'y a que les associations caritatives, les structures, je crois. Alors, il y a un certain nombre de structures, mais pour faire simple, l'hôpital qui est les plus gros employeurs sur notre secteur, que ce soit Cadillac, La Réole et Langon, seront soumis au versement mobilité. Les plus grosses collectivités, à partir du moment où on a 11 équivalents temps plein, on sera soumis à ce versement comme les autres entreprises. Oui. Oui. Donc, il y aura une partie, effectivement, de coûts pour nos structures, mais bon, voilà. Après, j'imagine que plus tu récupères de compétences, plus tu as de financement, non? C'est proportionnel à ce que tu penses? Non, pas du tout. Pas du tout. La seule condition qui est fixée, c'est la création d'une ligne de transport régulier pour pouvoir percevoir le versement mobilité. La seule condition que fixe la loi, c'est la création de cette ligne de transport régulier sur le territoire de l'AOM. Voilà. Après, c'est un débat politique. Imagine bien que si tu viens ponctionner les entreprises en leur mettant le taux maximum de versement mobilité et que tu thésaurises et que tu crées aucun service à la population derrière, c'est que comme quand tu fiscalises pour nous, si on levait les impôts et qu'on n'en faisait rien et qu'on faisait du cagnotage. À un moment donné, les citoyens, là, les entreprises citoyennes, entre guillemets, contribuables, seraient en droit de venir nous dire mais qu'est-ce que ça veut dire et tu te fais sanctionner, quoi. Mais l'idée, c'est toujours de lever de la fiscalité pour réaliser, quoi. Et en ce sens, moi, il me semble
Il me semble qu'il y a tout intérêt justement à ce que ça reste entre les mains de la CDC et que ce ne soit pas entre les mains d'un syndicat qui en regrouperait plusieurs. Alors déjà, j'y vois une recentralisation des choses, contraintes forcées, artificielles, machin, dans ce genre de truc. Mais jusqu'à maintenant, quand même, le transport, quand il est organisé ici, il est organisé depuis la CDC vers la métropole qui perçoit déjà la fameuse taxe dont on parle aujourd'hui, qui reverse rien sur, mis à part les transports ferroviaires, mais qui reverse rien sur l'organisation des transports localement. Je veux dire qu'il y a foule de salariés de la CDC du Sud-Gironde, du Réolais, qui travaillent sur Bordeaux, qui vont bosser dans les entreprises bordelaises, et ça ne veut pas dire que la métropole bordelaise reverse une partie des sommes perçues auprès des entreprises de la métropole, justement, pour faciliter l'organisation des transports ici même. Donc, c'est vraiment un problème récurrent, c'est un problème qui est posé depuis des années et des années. Et là, moi, je reste vraiment sur l'idée que l'organisation des transports, c'est à l'intérieur de la CDC, en se rappelant que la CDC, elle est quand même assez vaste, puisque de Montségur jusqu'au sud, là-bas, il y a foule de motifs à organiser les transports, même s'il n'y a pas beaucoup d'habitants, 24 000 habitants dans la CDC, c'est pas énorme, mais je crois que c'est à cette échelle-là, à l'échelle de la CDC, qu'il faut penser le transport, avant de se préoccuper de le poser à l'échelle du pôle territorial. Moi, sincèrement, dans l'état actuel, je ne sais pas comment il y aura des votes de la CDC, comment il y aura des votes organisés au niveau de la commune, mais je reste très hostile à l'idée de créer ce syndicat au niveau territorial. Moi, je partage pas cette position. Je m'explique. Surtout le début de ton propos, je partage parce qu'effectivement, mais la loi LOM, ce qu'elle modifie, ne permet pas de revenir sur l'état de fait que tu as signifié, c'est-à-dire la captation métropolitaine de l'essentiel des richesses, et notamment du versement mobilité qui est capté alors à une toute autre échelle. Vous avez vu nos échelles où c'est 500 000, mais je crois que c'est plusieurs centaines de millions d'euros sur la métropole. Donc, c'est ce qui a permis de financer le tramway, le machin, etc. Mais enfin, bon, on est sur une toute autre échelle et je suis bien d'accord avec toi. Nos habitants travaillent essentiellement sur ces entreprises. Et la question de la redistribution et de la participation de la métropole à ces financements sur nos territoires, elle est posée sur les politiques de mobilité, comme sur plein d'autres politiques d'ailleurs. On l'a vu sur les déchets, on l'a vu, voilà. C'est une vraie question de fond et ça, je suis complètement d'accord avec toi. Après, sur la question de l'organisation, je pense que on comprenne bien ce qu'on va faire. C'est d'abord, là, et c'est l'objet de la délibération de ce soir, c'est de prendre la compétence à l'échelle de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, ce qui va nous permettre d'engager tout de suite d'abord la création du comité des partenaires à l'échelle de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde pour construire nos besoins de mobilité sur notre territoire d'abord. Ça va produire deux choses potentiellement. Soit on a défini comme politique de transport, parce que moi je veux d'abord qu'on parle de nos besoins de mobilité avant de parler d'autre chose, mais on va d'abord définir ça. Est-ce que ça veut dire qu'on peut répondre à ces besoins de mobilité nouveaux qu'on pourrait créer, qui existent, ces besoins sont là, à l'échelle de notre seule communauté de communes, et à ce moment-là, on le fera. Pas besoin d'aller voir ailleurs. Ou est-ce que, comme je le crois, mais peut-être que je peux me tromper, apparaîtront des besoins de mobilité relativement importants, notamment pour les extrémités de notre communauté de communes. C'est moins présent à La Réole, mais c'est beaucoup plus vrai à Saint-Pierre-d'Aurillac, à Caudreau, à Saint-Martin-de-Sescas, ou même à Montségur, ou même à Oros, qui sont à des extrémités, où les gens, pour Oros, vont plus vers Bazas, ou à Montségur, effectivement, ils peuvent être amenés à aller plus vers
vers le nord, mais là, on ne répondra pas forcément, mais peut-être plus besoin d'aller vers l'aréole. On pourra répondre peut-être un peu plus facilement pour les mousséburés. Et nous, effectivement, on a quand même cette attraction du bassin de vie de Langon en termes de travail, de zones d'activité, etc. Et qui nécessiteront, et pour l'instant, si on en restait, je le redis, à l'échelle communautaire, on ne pourrait pas répondre à ces besoins. Donc, parce que là, on n'a pas le droit. Voilà. Les transports doivent être configurés à l'échelle de l'AOM constituée. Donc, ça, si nous, par exemple, on devait faire une ligne de transport entre l'Aréole, ben, elle devrait s'arrêter à Saint-Pierre-d'Aurillac. Vous voyez ce que je veux dire? Non, moi, je suis plutôt d'accord avec Stéphane. Effectivement, je pense aux lycéens, je pense aux gens qui travaillent en premier et qui vivent pas sur leur lieu d'enseignement, leur lieu de travail pour la plupart, puisque nous, par exemple, sur Saint-Pierre, eh bien oui, c'est Langon. On a des lycéens qui vont à Bazas, on a des gens d'ici qui travaillent sur la CDC de Bazas, sur la CDC du Sud-Gironde. Enfin, je trouve que c'est important, effectivement, que ça se construise à cette échelle-là. Aussi, si on veut faire les gens un peu, les jeunes notamment, les faire bouger ailleurs que sur leurs 2-3 communes limitrophes et se rencontrer en dehors du temps scolaire. Et notamment pour les... Est-ce que ça fait un moment que j'ai ma question. Juste par rapport à tout ce qui vient d'être dit, je pense que ça se recoupe. Donc là, on est d'accord pour avoir davantage de précision et pour être sûr d'avoir bien compris. Ce soir, le Conseil doit se prononcer sur la prise de compétences mobilité par la communauté de communes. C'est exactement ça. Point. Donc, point, voilà. Oui. Alors, effectivement, tu nous as présenté 2 hypothèses s'il y avait le transfert de compétences, l'hypothèse 2 et l'hypothèse 3. Moi, ma question, mais tu y as répondu en très grande partie, mais je voudrais être sûre de bien avoir compris, c'est que si ce soir, on se prononce en faveur de ce transfert, ça n'implique pas forcément que ce soit l'hypothèse 3. Non. Soit mise en place par la Non. Voilà. C'est très clairement ce qui est posé ce soir. C'est une délibération qui vise à valider une prise de compétence communautaire. D'accord? Donc, qui dit prise de compétence communautaire, c'est-à-dire c'est une prise de compétence à l'échelle de la communauté de communes du Réolaire Sud-Gironde, et c'est à cela qu'on est amené à se prononcer. Il n'y a pas d'automaticité incluse dans la délibération de la communauté de communes à transférer cette compétence demain à une autre échelle. Il y a une indication d'une volonté qui semblait être celle des conseillers communautaires d'aller vers ça, mais ça reste, comme je vous l'ai dit, conditionné de toute façon à la construction de cette possibilité avec les partenaires, avec d'abord les conseillers communautaires de la communauté de communes, les maires, les communes, etc. On n'en est pas là du tout. Voilà. Là, on en est. Parce qu'effectivement, les 2 dernières hypothèses, l'hypothèse 2 et l'hypothèse 3, on a bien vu sur le tableau bilan, qui était très bien fait d'ailleurs, que les 2 hypothèses ont des inconvénients. Des avantages, le même Exactement. Exactement. Sujet à débat. Exactement. Du coup, Stéphane, il y a un truc que j'ai pas bien compris. Donc là, on voit que ça s'est entendu, mais si un jour la question de la délégation au pôle territorial se pose, qui va voter pour ça? Qui va décider de ça? Le conseil communautaire. D'accord. Le conseil communautaire, ce qui n'empêchera pas, me semble-t-il, la possibilité de solliciter l'avis des communes une deuxième fois. Ça ne nous l'interdit pas. C'est pas obligatoire, mais on n'a pas d'interdiction à le faire. C'est moi qui pilote cette politique de mobilité et je suis amené à aller défendre cette prise de compétence dans beaucoup de conseils municipaux. Je le fais souvent ici avec vous, mais j'interviens depuis plusieurs semaines déjà auprès d'autres conseils municipaux. Je vais être amené à le faire encore prochainement. Moi, je pense important que ces décisions-là, elles soient partagées très largement, co-construites très largement et au moins validées, partagées, comprises
par l'ensemble des conseils municipaux. Moi, je suis assez étonné parce que, bon, ça m'étonne pas, mais c'est la première fois, je pense, qu'il y a un tel débat qui s'engage dans les conseils municipaux où l'ensemble des conseils municipaux ont un avis. On sent que ça intéresse quand même tout le monde. Et ça montre bien, je veux pas dénigrer le transfert des routes, mais quand il y a eu le transfert des routes, je pense que ça suscitait moins de débats. Voilà. C'est vraiment une politique publique dont on sent qu'il parle du quotidien des gens et du coup, les conseils municipaux sont très intéressés. Donc, ça sera le conseil communautaire qui sera amené, puisque là, ça sera le transfert d'une compétence communautaire à une structure supérieure, entre guillemets, un syndicat qui serait intercommunal, comme on peut le faire par exemple pour le CIFEM, hein, comme les communautés de communes l'ont fait pour la politique de l'habitat, par exemple, ou de l'énergie. Donc, c'est toujours les conseils communautaires qui seront amenés à décider de ça, voilà, et qui désigneront d'ailleurs leurs représentants, voilà. Mais rien qui n'interdit qu'on revienne devant les conseils municipaux pour obtenir l'aval des communes. Après, moi, je rejoins un petit peu Christian par rapport à sa question, parce que bon, ce qu'il a dit aussi, c'était logique. Et moi, j'ai une autre question, parce que tout à l'heure, tu nous as dit on ne parle que pour le moment par rapport à la communauté de communes. L'idée est très bonne parce que je trouve que c'est très bien que les communes se prennent en main, parce que se faire gérer, on a vu ce que ça donnait à chaque fois en se faisant entuber. Mais on ne sait pas ce que sera demain. Et là, c'est là où je rejoins Christian, quand on va créer un syndicat ou un pôle, en espérant que les bonnes intentions qui nous sont données ce soir restent les mêmes dans quelques années. Non, pour l'instant, il faut être bien clair que pour l'option d'un travail à l'échelle des 4 communautés de communes sur ces questions de la mobilité, il n'y a ni aucun travail en commun encore d'engagé, donc aucune promesse, aucun engagement. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est véritablement de prendre cette compétence à cet échelon local qu'est notre communauté de communes et d'ensuite d'engager des discussions avec, une fois qu'on aura pris cette compétence pleinement, d'abord construire chez nous ces besoins de mobilité, ce qu'on appelle notre plan de mobilité, à l'échelle de notre communauté de communes, et que s'il s'avérait que dans ce plan de mobilité, ce que je pense, il y aura des choses qui iront soit vers Langon, soit vers Bazas, c'est-à-dire qui sortiraient de notre communauté de communes, à ce moment-là, il se posera la question de venir dialoguer avec ces autres communautés de communes pour voir si on peut se mettre d'accord pour que leurs besoins de mobilité et les nôtres puissent se rencontrer pour qu'on l'organise à cette échelle-là, parce que sinon on ne pourrait pas le faire. C'est ça qui est posé. Et du coup, quel financement on mettrait en face? Mais ça, on n'en est pas encore là. On n'a pas commencé ce travail puisqu'on n'a pas pris la compétence et on n'a même pas défini au sein de notre communauté de communes les besoins de mobilité. On va vous enclencher des études, des travaux de partenariat, de sollicitation pour pouvoir la définir et puis d'ailleurs arriver entre guillemets avec quelques biscuits et quelques éléments à partager avec nos partenaires, quoi. Voilà. Je sais pas si je me fais comprendre, Franck. Donc pour l'instant, il n'y a pas de promesse. Il y a à part la promesse d'essayer de construire une nouvelle politique de mobilité. Mais non, mais je comprends. Voilà. Mais je veux dire, c'est toujours mon petit truc syndicaliste, tu sais, mais oui. qui est derrière. Et je me méfie toujours du beau cadeau. Et je regarde surtout ce qu'il y a derrière et autour, parce que franchement, c'est intéressant. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce versement mobilité qu'on va percevoir, si nous ne le percevons pas, ça serait la région qui va aller ponctionner nos entreprises pour le prendre. Voilà. C'est quand même plus intéressant que nous, on le touche, je le comprends. Moi, c'est après. C'est surtout… non, mais vous avez raison. On aura toujours une parole et on aura toujours la possibilité de donner notre parole aussi. Parce que bien là, sûr. ce qu'on va faire, c'est vraiment quelque chose de particulier. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est une politique qui ne va plus s'exercer au niveau régional, qui va s'exercer à un niveau communautaire. Ça reste quand même des communautés de communes, on en revient toujours à la même chose, assez grandes, etc.
voilà, mais ces questions de mobilité, elles se vivent pour les gens. En tout cas, j'ai le sentiment. On a quelques études qui montrent que, par exemple, sur notre communauté de communes, il y a 50% des gens qui font leur mobilité quotidienne dans le circuit immédiat de la communauté de communes, soit un interne à la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, soit juste à côté, c'est-à-dire vers Langon ou vers Marmande, parce qu'il y en a pas mal aussi. Il faudra penser, on aura à construire des partenariats avec Val-de-Garonne Agglomération qui dispose de la compétence mobilité déjà depuis quelques temps. Donc, on aura, même si on ne crée pas forcément un syndicat avec eux directement, mais qu'ils ne soient pas associés, mais qu'on aura forcément travaillé avec Val-de-Garonne Agglomération, tout l'est de notre communauté de communes, le Réolais, etc., même le Montséguré. Il y a pas mal de gens qui ont cette habitude de vie vers Marmande. Ou même de Saint-Pierre-d'Aurillac. On a même des profs qui vont travailler dans Lot-et-Garonne tous les jours. Si je résume bien, Stéphane, si on n'avait pas pris la compétence mobilité au niveau de la CDC, c'était resté à la région, il y aurait quand même eu cette taxe de mobilité mise en place pour les entreprises et on n'aurait eu que 25% de la part de la région. C'est ça, s'il y avait eu Non, en fait, du coup, c'est pas fléché. C'est-à-dire que c'est la région percevrait auprès de nos entreprises. Alors, on n'appelle pas ça le versement mobilité directement. Elle aurait perçu ce qu'on appelle le VMA, le versement mobilité additionnel. C'est un taux un petit peu moins élevé. C'est quelque chose qui n'existe pas encore, qui est inscrit dans la loi LOM et qui va être créé là. Donc, que ce soit une taxation par la région pour financer ses propres services de mobilité qui peuvent être déclinés en partie chez nous, mais il n'y a pas une territorialisation. Ce n'est pas parce qu'ils auront levé tant d'argent sur ton territoire qu'ils devront produire des offres de mobilité correspondantes. Ils pourront tout à fait décider de l'affecter pour financer les TER ou financer leur politique de mobilité. C'est pour ça que là, le fait de récupérer... ça, oui, tout à fait. Ouais. J'espère que j'étais assez clair. C'est une question complexe, c'est pas évident, mais bon, je pense que ça va. C'est une vraie évolution quand même. Et je me disais, si au moins nos communautés de communes importantes, elles permettent de créer de nouveaux services publics pour nos populations de manière aussi importante que sur ces questions de mobilité, ça sera pas inutile, quoi. Ça ferait bien longtemps qu'on n'aura pas créé de services publics quand même. Sur nos territoires. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques dans le débat? Non? Écoutez, je vais vous proposer de passer au vote alors, du coup, donc vous avez compris, là, il s'agit de valider la prise de compétence par la communauté de communes qui l'a fait déjà par délibération, de cette compétence mobilité. On parle juste de la prise de compétence. On n'a pas encore défini ni la politique qu'on va mettre en œuvre, ni le versement mobilité, ni même si demain on allait travailler à plusieurs. Pour l'instant, on valide la prise de compétence à l'échelle de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde. Myriam. Bon pour moi. Félix. C'est bon pour moi. Stéphane. Et je suis pour la prise. Asna. OK. Sandra. C'est bon pour moi. Philippe. OK. Aude. Oui. Agathe. Oui, c'est bon pour moi, 200% même. Ghislaine. OK. Bertrand. Oui. Yvon. Oui. Franck. C'est bon pour moi. Estelle. Je t'ai pas entendu, Estelle, excuse-moi. C'est bon. Ok. Christian. Oui, c'est bon pour moi. On verra la suite. C'est ça. Ouais. Et c'est bon pour moi aussi. Ouais. Comme toujours, ce n'est que des processus, Christian. Oui. Je vais avoir 69 ans bientôt. D'accord. C'est une grande année, Je 69. suis pas né ce matin, ouais. On lui fait pas à l'envers. C'est ça. Bon, très bien. Merci beaucoup.
effectivement, le travail commence. Et puis, voilà, tout le reste commence finalement. On a une dernière délibération qui concerne aussi finalement la communauté de communes, qui consiste à adhérer à un service de téléalarme, de télécommunication, on va dire, qui s'appelle, c'est la société Gedicom, qui est basée à Saint-Maur-les-Fossés, nous dit-on, qui a développé il y a une vingtaine d'années un système d'alerte national pour répondre aux besoins des élus de joindre rapidement la population en cas de crise. Donc c'est très lié aux inondations. C'est le service GEMAPI de la communauté de communes qui gère ce système. Ce service de téléalerte permet aux adhérents d'envoyer des messages vocaux, téléphone fixe ou mobile ou écrit, SMS ou mail, à un ou des listes de destinataires prédéfinis. Et surtout, l'avantage par rapport de ce système par rapport à tous les autres systèmes, c'est que nous avons le retour. Si les gens ont eu le message, s'ils l'ont lu, s'ils l'ont écouté. C'est très important parce que beaucoup ont des envois groupés de SMS ou même de messages vocaux. Ça existe dans beaucoup d'autres structures et de beaucoup d'autres services. Mais là, on a vraiment cet avantage, c'est de pouvoir avoir le retour pour savoir si effectivement on a touché la cible. On l'a vu pendant la gestion de l'inondation, dans une situation de crise, c'est important qu'on sache si effectivement le message est bien passé. Voilà. Donc la commune pourra si. Vas-y, dis-moi. Le problème, c'est que la décision, j'ai bien vu, c'était toujours le préfet qui le prenait. Donc là, par rapport à l'alerte, c'est le maire. La décision, pourquoi tu me disais? On a bien vu que, par exemple, par rapport aux inondations et décisions de mise en alerte, c'était le préfet qui demandait. Moi, c'est ce que j'ai pu entendre pendant la période. C'était surtout des réunions qu'on faisait en réunion de crise avec le préfet, mais c'était vraiment les communes et la communauté de communes qui avons piloté. Ça s'est vraiment basé sur les communes. Qui est-ce qui enverrait ces messages exactement? Ça serait la commune. La commune, d'accord. Ça serait la commune. On aurait la gestion. Par exemple, on a besoin de faire évacuer un quartier. On peut envoyer à ce groupe-là message évacuation ou attention, code d'alerte à tel niveau, préparez-vous à monter vos meubles. Ce qu'on a fait avec les gens, on l'a fait en y allant, mais on pourrait faire la même chose, mais en les ayant prévenus déjà par SMS ou par mail, par SMS ou messages vocaux. Et l'avantage surtout, c'est qu'on sait s'ils l'ont eu ou pas. S'ils ne l'ont pas eu, on peut y aller sur place. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit aller se déplacer dans cette maison pour aller les voir, quoi. C'est un nouvel outil pour être un peu plus efficace encore, quoi. Voilà. Je prends un exemple de crise, mais on peut aussi l'envisager pour des choses plus joyeuses ou plus festives, mais qui demanderaient quelque chose de très important. Imaginons qu'on ait une situation, un message très essentiel qui doit être bien perçu par tous les parents d'élèves, par exemple, de l'école. Je ne sais pas, je prends un exemple, une contamination au restaurant scolaire, je ne sais rien. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, quelque chose qui nous nécessiterait d'aller dans l'urgence, venir toucher tous les parents. On aurait ce système, ce qu'on n'a pas actuellement. On n'a rien d'équivalent là aujourd'hui? Non, on a le mot dans le cahier des parents. On a un manuel? On a le mot dans le cahier des parents? Ou la présence… Oui, mais même pour d'autres, hors l'exemple que tu cites, on a… aujourd'hui, pour prévenir comme tu dis, pour prévenir un quartier d'évacuer, c'est quoi? C'est en manuel, en mode manuel ou Ouais, on n'a pas, voilà, on n'a pas. Ouais, on n'a pas. On n'a pas cet outil. Voilà, on l'a pas créé, on l'a pas construit, et le fait d'avoir cet outil-là technique, ça nous permettrait d'effectivement construire nos listes de diffusion et d'avoir cette possibilité de rapidement toucher la population et de savoir si on a vraiment atteint notre cible, quoi. Voilà. Donc, sinon, c'est intéressant. Sinon, c'est nos petits pieds pour répondre à Voilà, c'est ça. Les petits pieds qui font le relais. Donc, c'est en botte. En termes de coûts, c'est vraiment relativement modeste, puisque la commune pourra ainsi gérer, donc vous dites, les crises, inondations, tempêtes, etc., ou plein d'autres choses, par le biais d'une alerte à la population, simple et efficace, tout en bénéficiant d'une économie d'échelle, puisque pour nous, c'est 400 € d'abonnement pour la commune. C'est relativement modeste quand même.
la communauté de communes parce qu'en fait, prend à sa charge la mise en place et les formations au service pour l'ensemble des communes adhérentes. Et la commune ne sera facturée par GEDICOM que pour l'abonnement annuel la concernant, ainsi que les communications passées dans le cadre des campagnes d'alerte. C'est-à-dire qu'on paiera quand même le coût de l'envoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pas l'utiliser tous les jours, le service, quoi. L'abonnement plus les SMS, quoi, en gros. Voilà, grosso modo. Voilà. Et Stéphane, j'ai vu dans le document de la CDC, là, donc il prévoit 6 000 € pour les formations et le coût d'une formation, c'est 1 000 €, ce qui veut dire que les formations sont mutualisées, je suppose. Elles sont payées par la communauté de communes, hein, pour être très clair. C'est à titre indicatif. Hein. C'est la communauté de communes, voilà, qui le prendra à sa charge. C'est l'intérêt de le passer et de pouvoir mutualiser à l'échelle communautaire. C'est-à-dire ça nous a permis, parce que plus il y a d'habitants, pour faire clair, moins c'est cher, hein, l'abonnement. Donc il y avait un intérêt à ce qu'on y aille tous, enfin le maximum. C'est toutes les communes de la vallée de la Garonne, hein, grosso modo, hein, qui ont été sollicitées pour ce service. Et du coup, effectivement, la communauté de communes, dans son budget GEMAPI, intègre, par exemple, les formations pour nous, pour faire fonctionner ce service ou pour nos agents communaux. Par contre, tu disais les informations, elles circulent par SMS ou message vocal. D'accord, parce qu'après, bon, de moins en moins, mais les personnes âgées qui n'ont pas de portable, mais c'est surtout comment sont récoltées les données, les numéros, parce que les gens ont tendance à… J'ai vu la dernière fois, je ne sais plus pourquoi, on avait besoin de récupérer des numéros et les gens, ils sont sur la réserve. Hein. Il va falloir qu'on communique, hein, sur ça, effectivement, pour leur dire pourquoi on veut avoir leurs numéros pour pouvoir les prévenir. Hein. Effectivement, et ça va être sur la base du volontariat. Hein. On ne pourra pas, nous… Mais bon, il va falloir les convaincre. Voilà, on va communiquer. Et puis, il y aura, je pense, la communauté de communes. Je pense que la dernière crise d'inondation va nous aider quand même, hein, parce qu'il y a cette perception de la nécessité de bien communiquer, quoi. À la base, ils sont réticents. Là, c'est un motif. Oui, je pense. Après, voilà, il faudra qu'on… C'est pas servir, on ne mènera pas la campagne électorale avec ça. Il faut que les gens soient bien conscients que c'est un outil qui sert à la prévention des risques, quoi, et à la gestion de crise. C'est quelque chose qui est déjà utilisé? Oui, c'est déjà utilisé dans beaucoup de communes, hein, voilà, qui ont mis en place des PPRI, des plans de sauvegarde. Ça aidera Myriam dans notre gestion de crise et de plans de sauvegarde. Ça existe dans plein d'autres endroits, effectivement. C'est une entreprise privée? Oui, c'est des entreprises privées, hein, qui font ça, bien sûr. Et elles font ça au niveau national, quoi. Pour les oui. Et comment sont mis à jour les contacts ou les données, les données, ça sera à nous, hein, prévu peut-être. Ça sera à nous, hein, ça sera à nos agents de gérer ça. Hein. Ouais. En fait, on nous donne un outil technique, mais il va falloir que ce soit nous, communes, qui le gérions et qui en faisions quelque chose de cet outil. Ouais. Voilà. On reçoit déjà des mails, hein, pour mettre en place. Hein. On a déjà reçu des mails là. Je crois que c'est hier ou aujourd'hui, de Lucille qui a envoyé des mails pour justement mettre en place les listes. Il y a déjà un premier travail qui va être fait rapidement là, en fait. Voilà. Ça, c'est Mimi, hein, bien sûr, qui va coordonner tout ça dans son rôle de coordinatrice du plan communal de sauvegarde. Les données disent qu'elles sont issues de l'annuaire universel régi par l'ARCEP. La RCEP, c'est quoi? L'ARCEP, c'est la régulation des télécoms. Voilà. D'accord. C'est comme la CNIL, si tu veux, mais pour la téléphonie. D'accord. Et après, moi, j'ai juste une question sur l'abonnement. La répartition du coût de l'abonnement là sur les différentes communes, j'ai regardé par rapport. Je suppose que c'était calculé au prorata du nombre d'habitants avec des fourchettes. Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Non, c'était vraiment une solution solidaire, quoi. Hein. Vraiment, Par contre, il faudra bien dans le tableau, il n'y a pas que l'abonnement. Attendez. Il y a la partie aussi mise en place, la partie cartographique. Oui. Nous, notre coût, c'est 400. Nous, alors, le reste est pris en charge tout le reste est pris en charge par la communauté de communes. Alors, pourquoi tout est à zéro pour la communauté de communes du Réolais? Comment? Pour la communauté de communes du Réolais, tout est à zéro. Parce que c'est peut-être des options que nous n'avons pas prises. Non. La mise en place, c'est la CDC qui le prend en charge. Tout. Ils prennent tout en charge.
S'ils prennent la mise en place… ils prennent tout. Ils prennent tout en… Oui, mais les 3 184 € sont répartis sur toutes les communes. C'est ce que je veux te dire. Hein, oui, j'ai dit comme. Oui. Oui. Nous, on a 400 €. Ça nous coûte 400 €. Tout compris. Après… Forcément ce qu'on… Oui, d'accord. Alors, les lignes, ce n'est pas forcément ce qu'on paye. Hein. Comment? Ce n'est pas forcément ce qu'on paye, ce qu'il y a sur chaque ligne, sur les lignes de chaque commune. Non. Enfin, nous, c'est 400 €. D'accord. Voilà. Pas que l'abonnement. Que l'abonnement. Voilà. Tout le reste est pris en charge par la CDC. Voilà. Non, non, je suis certain, Philippe. Certain. Non, mais quand on voit ce tableau, Oui, je pense que c'est des fois quand il y a trop de transparence, ça vient… On peut se poser quelques questions. Quand même. Non, mais c'est sûr. Ça sera sur le budget GEMAPI. Tu le verras apparaître à la CDC. Voilà. Non, c'est sûr. Les emails sont gratuits, par contre, déjà, sur le… Les emails, mais tout ce qui va être SMS et tout ce qui va être messages vocaux, ça sera payant, par contre. Dès qu'on l'utilisera, ça sera payant. Voilà. Ils disent 10 centimes, en fait, par… C'est relativement cher. Hein. Donc, ça veut dire… en fait, ils se rémunèrent sur l'utilisation du service après. Hein. Donc, il faudra l'utiliser avec parcimonie, quoi. Mais, sur la part variable, la part fixe, elle est raisonnable, mais la part variable… L'idée, c'est que normalement, on doit en avoir besoin, j'espère… voilà, imaginons qu'on n'ait pas des crues comme on a eu cette année tous les ans, quoi. Voilà. Mais bon. On est d'accord que le partage des données ne pourra pas se faire. C'est-à-dire qu'il y aura une partie à cocher de ne pas fournir mon numéro de téléphone. J'imagine, ça c'est l'ARCEP et la CNIL qui le gèrent. Mais là, je ne suis pas en mesure de vous en dire plus là-dessus. J'en sais rien, en fait. Mais oui, j'imagine que… À mon avis, on a intérêt de faire gaffe aussi. Oui, bien sûr. J'imagine. C'est bon pour tout le monde? Ça veut dire que l'Aréole renonce à sa sirène? Alors, je pense que l'Aréole ne va pas renoncer à sa sirène. On est plutôt en train de réfléchir à ce que les autres communes soient associées et aussi un système d'alerte, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la sirène de l'Aréole, c'est encore mieux que tout le reste. Ça parle à tout le monde et c'est très, très efficace. Voilà, très efficace. Effectivement, on est plutôt en train de réfléchir, on a discuté au niveau du SAGE là, pour que ça soit plutôt répliqué dans la plupart des communes, notamment les communes qui risquent des submersions importantes comme à Bari, à Foudès, etc., à Bassane, qui puissent bénéficier aussi d'une réplique de… Mais en fait, plus on informe, mieux c'est. Hein. C'est-à-dire que tous ces systèmes, il faut plutôt les multiplier plutôt que… voilà. Tout est bon. Hein. Mais c'est efficace parce que les sirènes, ça parle à tout le monde. Aux habitants de l'Aréole, ils ont l'habitude de ça. Ils comprennent ce que ça veut dire tout de suite. Donc, c'est très utile. On passe au vote? Myriam? C'est bon. Félix? C'est bon pour moi. Stéphane? OK. Asna? OK. Sandra? C'est bon pour moi. Philippe? Et… Aude? Oui, c'est bon. Agathe? OK pour moi. Ghislaine? OK. Bertrand? C'est bon pour moi. Yvon? OK. Franck? OK. Estelle? C'est bon. Christian? C'est bon pour moi. Et c'est bon pour moi. Écoutez, je vous remercie. On a fini l'ordre du jour de ce conseil municipal. S'il y a des questions diverses. Oh, j'en ai une. Vas-y. Jeudi dernier, il devait y avoir une entreprise qui devait faire un check-up de la passerelle. Est-ce qu'on a un retour? Non, j'ai pas de retour officiel. Non, j'en ai pas encore. Je sais qu'effectivement, donc ils sont bien intervenus jeudi matin. Effectivement, l'objet de l'étude, c'était d'aller regarder un peu l'ancrage, on va dire, du pilier central de la passerelle, mais j'ai pas le retour. Honnêtement, j'ai pas le retour. J'ai pas eu de coup de fil du CRD, j'ai aucune nouvelle. S'ils en ont déjà de la conclusion de ce qui a été fait, quoi. Voilà. On verra. Mais bon, je sais pas pourquoi je me dis que
On devrait pouvoir assez vite remarcher tranquillement sur cette passerelle. Moi, j'ai juste une question. Ouais. Enfin, je change de sujet. Oui, juste sur le processus sur les modalités de vaccination des assesseurs. Oui. Être sûr que j'ai bien compris. Pour ceux qui font une demande de vaccination, qui veulent être vaccinés, c'est sur la base d'une attestation, d'accord. Ouais. Enfin, j'ai le petit message d'Élodie. Voilà. Et après on prend rendez-vous. Après, tu t'inscris sur la plateforme Keldoc classique de l'hôpital du CH du Sud-Gironde, soit à Langon, soit à Rions, soit à La Réole, au centre de vaccination. Il faut que tu coches la case plus de 60 ans. Plus de 60. Plus de 60 ans, et tu vas pouvoir t'inscrire. Moi, je me suis inscrit sur le centre de Rions, par exemple. Voilà. Et en termes de délai? Et moi, j'ai eu un rendez-vous pour samedi prochain, pas samedi là, samedi d'après, le 15. D'accord. Voilà. Je crois que Aude, elle a eu le 14. C'est ça, Aude, hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, vous y allez avec cette attestation que je vous fais, là, qui vous permet de vous faire vacciner. Ok. Ok. Voilà, par contre, il faut. Et si jamais vous n'avez pas pu, vous avez oublié, vous n'avez pas pu vous faire vacciner assez tôt, il y aura un centre de vaccination dédié qui va être monté, mais seulement le 4 et le 5 juin. Donc, oui, c'est ce que j'ai vu. Ouais. On a tout intérêt à essayer de se faire vacciner avant, quoi, parce que sinon ça fait tard, on n'aurait qu'une dose. Oui. D'autres remarques? Non? Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et puis bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne nuit. Voilà, que cette soirée soit douce. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.